Bonjour et bienvenue. Vous me voyez embarrassé car, vu l'heure, j'ai déjà terminé mon introduction, qui était prévue pour durer une demi-heure, sur lequel je me disais très tard la nuit dernière, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Donc forcément, j'en ai fait une dizaine de pages et je suis déjà en temps négatif. Cela nous augure d'une journée dense. Alors, il y a certains d'entre vous qui sont des habitués de nos manifestations. Je les remercie de leur loyauté et je leur dis à quel point c'est un plaisir toujours de les retrouver à l'occasion d'un de nos événements. La liste est longue des gens qui se sont inscrits, dont je crois certains ne sont libres que le matin, d'autres que l'après-midi. L'expérience de nos matins montre qu'il y a toujours un flux d'entrée régulier. Donc j'espère que ni les uns ni les autres ne seront ennuyés de voir des gens rentrer et sortir, ce qui est un petit peu l'habitude dans nos manifestations. Alors, nous avions, dès l'origine en partenariat avec le groupe La Poste, représenté notamment par Xavier Ambrosini qui est là, et un peu plus tard par Sylvie Joseph qui participera très étroitement à la table ronde, puis en fin de journée par Xavier Keraïman, directeur qualité groupe, qui vient avec tout cet après-midi et qui assurera un petit peu la synthèse et la conclusion de la journée. Nous avions entamé un cycle de forums, de questionnements sur les services publics, dont déjà quelques épisodes ont été réalisés. Questions sur le marketing, que veut dire le marketing pour les services publics, dans les services publics, et y a-t-il une spécificité d'un marketing des services publics par opposition à un marketing d'entreprise commerciale classique? Et nous avions identifié des thèmes sur lesquels il fallait revenir. Bien évidemment, le thème de l'innovation, à plus d'un titre. L'importance stratégique par rapport à l'objet des services publics. Et puis, nous ne voilons pas la face. J'ai pas peur des mots. La mode. Aujourd'hui, l'innovation est quelque chose qui, en particulier depuis le déploiement de la crise immobilière, a envahi le discours économique, le discours politique, le discours sociétal, et il est indispensable, évidemment, et on le sait, tout le monde, aujourd'hui, on est convaincu à tous les niveaux, que le service public, qui est naturellement inscrit dans une démarche d'innovation permanente, doit affirmer encore davantage cette orientation, d'où l'importance d'avoir cette journée d'interrogation et de discussion sur ce thème. Un autre thème sur lequel on reviendra plus tard, et donc c'est déjà en introduction un clin d'œil pour un futur rendez-vous, c'est celui des talents. En se disant, effectivement, la question centrale des talents dans le service public est une question qu'il faut continuer de poser à plus d'un titre, et sur lesquels donc, je ne vais pas ici développer, mais sur lesquels il sera bon de refaire une journée de travail et de préparation et de continuité un peu plus tard. Alors, revenons sur cette question de service public. Je n'ai pas pu résister à l'idée d'aller rechercher, comme étant prof, il faut bien satisfaire aux clichés. Donc je dis que je vais prendre comme référence d'entrée là, et puis un truc bien classique sur lequel on raisonne tous. La loi ne se préoccupe pas d'assurer un bonheur exceptionnel à une classe de citoyens, mais elle s'efforce de réaliser le bonheur de la cité tout entière en unissant les citoyens par la persuasion et la contrainte. Socrate, dans Platon, La République, livre 7, peut-être aujourd'hui une rupture par rapport à cette logique. Car finalement, nous avons, depuis plus de 2000 ans, fonctionné dans l'idée que le bonheur collectif ne pouvait pas forcément aller de pair avec la satisfaction de besoins individualisés. Les technologies de l'information, le déploiement absolument universel d'Internet, la téléphonie mobile, produisent aujourd'hui un potentiel de flexibilité. Je ne peux pas dire que la flexibilité soit partout, son potentiel existe, certains le saisissent plus que d'autres. Ça se traduit évidemment naturellement par une attente, notamment des usagers. Alors après, on reviendra à savoir comment on veut bien les dénommer, usagers, clients, citoyens, bref, pour une approche personnalisée des services qui leur sont fournis, que ces services soient fournis par des entités de l'économie strictement commerciale ou qu'au contraire, il s'agisse de services publics. Et quelque part, cette vieille idée que la recherche du bien collectif ne s'accommode
pas trop de l'expression trop individualisée de besoin, est quelque chose que peut-être il nous faut aujourd'hui remettre en cause après finalement plus de 2000 ans de croyance dans cette direction. Et je pense que c'est une des questions sur lesquelles on reviendra. Alors, comment se pose la question d'innovation dans les services publics ? Elle se pose de différentes manières, mais elle se pose avec acuité aujourd'hui. D'abord parce que l'époque est secouée. Elle est secouée notamment parce que les excès qu'une économie que certains auraient qualifiée de trop libérale, ces excès qui ont permis à certains, plus habiles que d'autres, plus aiguisés en termes d'appétit, ont permis de mettre en œuvre des choses qu'aujourd'hui on questionne. Ces dérives qui sont dénoncées aujourd'hui avec plus de véhémence nous invitent effectivement à dire que la solution auquel certains auraient pu croire d'une époque, c'est-à-dire le versement dans une logique de marché de l'ensemble des services à la collectivité, cette croyance qui aurait pu être que les marchés allaient finir par rendre viable l'ensemble des prestations susceptibles d'être accédées par les citoyens, cette croyance est battue en brèche et plus personne aujourd'hui oserait défendre que finalement nos sociétés, dans son évolution naturelle, dans le cadre d'une économie libérale, iraient vers une marchandisation complète et totale de l'ensemble de l'activité. Ça n'a plus de sens. Le rôle des services publics est plus que jamais important et on le comprend, ce qui structure la réflexion, c'est la notion de valeur, des valeurs d'intégrité, des valeurs de respect, des valeurs d'accessibilité pour tous, des valeurs de consommation responsable de la ressource universelle, consommation responsable de la ressource collective. Ce sont des valeurs dont on peut penser que dans certains cadres de l'économie libérale, elles ont été peut-être délaissées. Ce sont des valeurs, au contraire, qui sont inhérentes à cette notion de service public, valeurs qui sont à la base, on le sait bien, de la motivation de beaucoup des acteurs, je ne sais s'il faut les appeler collaborateurs, salariés, employés, responsables des services publics. Et ce sont des valeurs qui, parce qu'elles sont dans certaines sociétés, et en France peut-être plus qu'ailleurs, partagées par les usagers, les clients, les bénéficiaires, ont créé une relation de confiance. L'un des enjeux fondamentaux de l'innovation dans les services publics au sens large, c'est bien d'arriver à conduire l'effort sur cette ligne de crête qui ne remettrait pas en cause la confiance dont ne profitent pas tous les services publics du monde. On le sait très bien. On ne va pas citer de pays, mais on connaît bien des pays dans lesquels, quelques-uns très grands, d'autres très petits, dans lesquels, effectivement, le crédit accordé au sens large aux services publics est très faible. En Europe, il est fort. En France, toutes les indications montrent qu'il est très fort. Cette confiance est un capital considérable, et c'est un capital qu'il faut préserver. Il y a là des valeurs qu'il ne faut pas trahir. Comment donc innover ? Innover de manière à fournir plus de valeur perçue, innover de manière à utiliser mieux la ressource, dont on sait qu'elle est de plus en plus difficile à obtenir et dont il faut consommer avec prudence, sans justement faire de l'innovation dans une optique d'accroissement systématique du retour de la valeur de l'action, dans une logique qui emmènerait le service public sur un paradigme qui ne correspond pas aux valeurs que la société met dans ses services et qui arriverait probablement à ce que l'on gagne d'un côté, on le perde d'un autre. Alors, l'essence du service public, elle a été définie essentiellement comme la satisfaction d'un besoin d'intérêt général. On trouve les choses dès l'origine. C'est dans la cité romaine que les principes mêmes du service public s'établissent. Ce qui est intéressant de voir et qu'on oublie quelquefois, c'est que jusqu'à des dates récentes, la concession de services publics vers des organes d'opération privée était la norme.
En fait, les choses ont changé essentiellement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans un certain nombre de pays, dont la France, pas plus en France qu'ailleurs. Mais disons, avant les années 40, énormément de services publics étaient en fait fournis par des entreprises à caractère privé en concession de services publics. Situation qui est redevenue effectivement une situation assez présente aujourd'hui et qui déjà montre bien que le paysage dont on parle est large, puisque l'on va d'administration publique à entreprises à caractère strictement commercial, assurant en délégation de services publics ou à leur titre personnel, mais dans une philosophie générale d'intérêt collectif, des services aux citoyens qui vont de la distribution de l'eau à la gestion des impôts, du transport de proximité, à la santé publique, de l'éducation et autres. Donc on a un paysage qui a considérablement évolué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1996, dans un rapport établi à destination du Premier ministre, Renaud Denoy de Saint-Marc rappelait que l'activité de service public doit garantir les droits fondamentaux de la personne, les choses ne sont pas remises en cause, bien au contraire, et garantir l'accès à des services essentiels. Il insistait également, le rapport insistait également, pour souligner l'importance de promouvoir une utilisation efficace et équilibrée tant du territoire que des ressources, en garantissant la protection de l'intérêt commun. Ce rapport insistait également sur une autre notion, c'est la finalité symbolique du service public comme instrument de la cohésion sociale, de la solidarité, en montrant bien que dans un certain nombre de pays, de régions, et en particulier en France, cette valeur symbolique était très grande, et sans doute encore une fois un acquis d'autant plus important que nos sociétés sont soumises évidemment à quantité de secousses et de remises en cause. Rappelons que le fonctionnement dit ininterrompu du service public a pris une valeur constitutionnelle en 1979, mais que cette notion de service ininterrompu pose aujourd'hui quantité de questions. Et que la notion d'universalité est effectivement sans doute aujourd'hui à prendre au deuxième degré. Et dans la réalité des faits du fonctionnement d'un certain nombre d'entreprises sous contrôle direct ou indirect de la puissance publique, il y a de fait une déclinaison, une adaptation qui nous fait dire déjà qu'on n'est plus véritablement dans le service universel tel qu'il avait pu être pensé dans ses principes à une époque et qu'il ne serait absolument pas légitime économiquement, au sens de l'économie large, y compris en relatif à l'économie du bien-être, d'appliquer l'universalité d'une manière principielle. Il y a des adaptations nécessaires. Jusqu'où aller? Comment aller jusqu'à la formalisation satisfaisante pour tous dans un jeu politique compliqué? La question est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'innovation dans les services publics? En 2006, 63% de personnes interrogées dans le cadre d'une enquête de l'IFOP estimaient que le service public n'était pas ou ne paraissait pas innovant. Force est pourtant de constater que sur la longue durée, l'ampleur des changements mis en œuvre dans le public, en particulier en France, est tout à fait considérable. Et que c'est une lecture très superficielle de la réalité que d'imaginer que l'inertie des services publics est telle que finalement ils évoluent très peu. Ils ont considérablement évolué. Et toute l'histoire de nos sociétés organisées est marquée par un rôle souvent moteur des services publics par rapport à d'autres pans de l'économie. Toutefois, la question aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas de savoir si les entreprises d'intérêt collectif, les entreprises au sens large, entreprises, organisations diverses du service public, tout autant que les administrations centrales, ou territoriales d'ailleurs, ce n'est pas de savoir si elles doivent innover, c'est de savoir si elles ont les capacités à déployer suffisamment rapidement, avec suffisamment de profondeur de champ, avec suffisamment d'intensité, les innovations qui sont aujourd'hui indispensables au maintien de cette mission de service public, au maintien de leur capacité d'adaptation à l'évolution des besoins, au maintien de leur capacité d'adaptation à l'évolution de la situation économique. La question n'est pas « doit-on innover ?», mais n'est pas non plus tant « comment innover ?». C'est comment peut-on arriver à se doter des capacités d'innover suffisamment rapidement, d'innover suffisamment en profondeur, d'innover avec suffisamment d'impact, pour que, dans toutes les dimensions, et elles sont nombreuses, on puisse aller suffisamment vite et suffisamment dans la bonne direction pour ne pas se retrouver perdu et désorienté. Alors, l'innovation, on sait que nous la qualifions, et d'autres la qualifient beaucoup, comme la mise en œuvre profitable de l'idée. Profitable au sens de la production de valeur économique durable.
La notion de mise en œuvre profitable ne veut pas dire générant un profit matériel pour des actionnaires. Bien sûr, ça peut être ça et ça doit être ça dans quantité de contextes, la question ne se pose pas. Dans d'autres contextes, cette profitabilité se mesure en réduction de l'illettrisme, en allongement de la durée de vie, en résolution de tel ou tel problème, en accroissement du bien-être collectif, et par voie de conséquence dans un nouveau paradigme individuel. C'est ça la production, les déploiements profitables. C'est ça la profitabilité, si effectivement on le traite au niveau d'une économie politique bien comprise. Cette innovation, elle requiert un enclenchement de rouages, en particulier de 5 rouages essentiels. L'imagination. Mais l'imagination, c'est de penser quelque chose. Après, la créativité, c'est de traduire cette imagination en quelque chose de concret, créer un véhicule. L'invention, qui est déjà la résolution du problème, s'appuyant en général sur de la créativité. Le déploiement, qui est véritablement le problème central de l'innovation. Là où se situent l'énorme différence, on peut inventer et ne jamais réussir à déployer. A-t-on véritablement innové? Nous disons non. L'invention qui ne reste qu'au stade de l'invention, dont le potentiel n'est pas exploité pour telle ou telle raison, n'est pas une innovation. Il y a une innovation quand le déploiement est effectif, et on sait que le déploiement pose quantité de problèmes pour les entreprises du secteur marchand, pour les entreprises du secteur public, pour les administrations centrales et territoriales. Le déploiement est véritablement la clé du succès. On sait déployer ou on ne sait pas. On arrive à mettre en place les capacités à le faire ou on bute. Et puis enfin, il y a ce qu'on appellerait l'entreprise ou l'entrepreneuriat. La constitution, le 5e rouage, d'un objet social, de quelque chose qui est un regroupement de bonne volonté, de ressources, de moyens, qui institutionnalise l'innovation et qui permet effectivement ce déploiement, l'adhésion. Le problème central, donc, pour les organisations quelles qu'elles soient, c'est bien de se doter des capacités à innover. Et la capacité à innover, c'est beaucoup de choses. D'abord, c'est d'accepter et ensuite de gérer la tension entre créativité, expression créative et expertise. Alors, cette tension, elle est d'autant plus difficile à gérer dans un univers public que les technologies dont on parle ont influencé l'expression populaire. On sait qu'aujourd'hui, de nombreuses tentatives, plus ou moins réussies, de mobilisation de l'expression du citoyen se déploient ici et là. Le début de la présidence Obama a été, de ce point de vue-là, un révélateur des potentialités. Mais on sait que même en France, si vous regardez deux partis politiques parmi d'autres, Parti socialiste et l'UMP, pour prendre des partis au hasard, chacun, finalement, s'est doté d'un outil, d'un côté coup-pull, d'un autre côté les créateurs du possible, qui sont des systèmes de réseaux sociaux d'interrogation, mais non limités à militants et autres, auprès desquels on est susceptible de rentrer dans un dialogue pour la construction de solutions nouvelles. On sait que des pays vont loin dans ce sens-là, en particulier pays scandinaves, la Suisse qui essaye de mettre en place une e-administration dans lequel, évidemment, par lequel on pourrait voter au travers d'Internet, mais surtout par lequel on pourrait travailler les textes de loi au travers d'un discours, d'un dialogue social permanent que permet la technologie, mais pour lequel nous ne sommes, premièrement, pas toujours préparés dans notre façon de voir l'expression et la gestion du pouvoir. Finalement, le chef est-il celui qui sait et qui applique, ou est-il celui qui obtient un consensus de l'opinion collective? Et là, il y a des changements, des différences de conception très significatives selon les cultures. Et puis, deuxièmement, on a cette tension entre la créativité et l'expertise. C'est que finalement, on peut penser à des tas de choses dans tous les sens pour réorganiser tant la poste que l'administration fiscale, sauf qu'on n'y connaît rien et que la totalité de la complexité qui est gérée par les experts est telle que le bon expert reste quand même celui qui explique pourquoi toute idée nouvelle n'est pas possible. Parce que finalement, il prend moins de risques en défendant que ce n'est pas possible qu'en laissant faire quelque chose dont on lui dira « mais vous, expert, vous auriez dû savoir que ce n'était pas possible ». Et que par nature, plus l'expertise est profonde, plus elle est susceptible de dire qu'en ayant étudié une question sous tous ses angles, les choses ne sont pas possibles. Cette tension, elle est naturelle. Si le créatif ou la source
d'idées nouvelles ne s'exprime pas pleinement, il n'y a pas de tension avec l'expert, et si l'expert ne joue pas son rôle d'expert, il n'y a pas de tension avec le créatif. La tension, elle est nécessaire à la construction, effectivement, satisfaisante de solutions durables. Faut-il encore l'accepter? Faut-il encore la gérer? Faut-il encore, effectivement, être conscient de toutes les conséquences? Et bien évidemment, de mettre en place le système de motivation qui ferait que cette tension positive émergerait. Et on voit très bien que dans beaucoup des efforts qui sont faits au plan politique, là, pour susciter cette adhésion et ce travail collectif, eh bien, la question de la motivation est posée. Alors ça, c'est un premier champ sur la question de la capacité. Après, il y a 3 volets importants qui se déclinent quelle que soit la situation. La capacité à écouter, on l'a dit, la capacité à susciter, la capacité à stimuler, et la capacité surtout à combiner des attentes dont on sait qu'elles sont potentiellement concurrentes, voire contradictoires. Certains, je le sais, parleront bien évidemment d'injonctions paradoxales. Et on est forcément dans la logique de la chose publique face à des situations de demande contradictoires ou concurrentes. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir conscience que cette écoute, elle se fait à différents niveaux, puisque finalement, on a à la fois le bénéficiaire du service, qui se peut être un client qui paye ou qui ne paye pas. On a des entités qui financent la réalisation, la production des services, qui peuvent être des entités publiques ou qui peuvent être des entités d'autre nature. C'est toujours l'exemple de Jean-Claude Decaux, qui, certes, ne se qualifie pas comme un service public, mais qui rend bien un service au public, qui est bien, quelque part, dans la logique d'une complémentarité à des services publics, et dont le financement s'appuie sur la publicité. Publicité qui est encore une ressource considérable, mais qui aussi verra ses limites. En tout cas, c'est un élément majeur. Et puis, on a les prescripteurs, ils sont nombreux. La capacité à susciter, à écouter la demande à ces 3 niveaux est évidemment fondamentale si l'on veut innover. Deuxième défi qui suppose de se doter de la capacité qui va bien, celle de concevoir, celle d'assembler, et comme on l'a dit, celle de déployer les meilleures combinaisons de solutions. Combinaisons dont on voit bien qu'elles sont aujourd'hui composées de 3 dimensions. Le service en lui-même, l'expérience qui est générée, le processus que l'on met en place, la performance économique correspondante, l'aspect donc intangible par lequel on crée une transaction que l'on veut positive. Mais dans la quasi-totalité des cas, il y a également une dimension physique. Il y a un support physique. Ça va être l'infrastructure de transport, ça va être les locaux d'une école, ça va être la mise en place de tel appareil, de tel matériel, de tel support physique. Et si on prend un pas de recul et consommer du point de vue industriel, c'est bien la logique de dire finalement, je produis éventuellement quelque chose qui ressort de mon usine, qui est un produit industriel, mais en réalité, sa consommation est liée à la capacité à développer des services qui permettent l'optimisation de cela. Et on ne peut plus aujourd'hui penser l'activité industrielle sans intégrer la dimension du service comme une dimension majeure. Et puis il y a une 3e dimension qui est, dès lors que cette combinaison du service et du support physique est délivrée, de gérer la relation, de gérer l'expérience et de gérer la montée en régime de la relation, la montée en régime de la confiance, la montée en régime d'une efficacité dans la relation qui permet simultanément d'accroître productivité et satisfaction. L'accroissement de la productivité et de la satisfaction vient de la capacité à gérer efficacement dans le temps cette production de services. Puis enfin, il y a une 3e dimension qui est celle de l'équation économique, c'est-à-dire la capacité à formuler une équation de valeur qui soit viable, à la fois vue du point de vue de l'usager, ou du client selon, que du point de vue de l'investisseur, qu'il soit privé ou public, et on sait que l'appel à l'investissement privé pour de la chose publique est maintenant chose courante, que le déploiement de telle ou telle solution dans l'intérêt du public, je ne sais pas, véhicule électrique et autres, ne passera pas sans un investissement important du privé, et une valeur sociétale et sociétale, sociale et sociétale. Donc cette valeur et la caractérisation de cette valeur et la capacité à produire est majeure. Alors évidemment pour l'usager, là j'arrive à la fin de ma très longue introduction, pour l'usager, cette valeur semble se matérialiser naturellement autour de la simplification de la relation. C'est ce qui ressort de nombreuses enquêtes. Une enquête de l'IFOP en 2009, première préoccupation des Français interrogés, 47% considérant que la priorité numéro 1 est la simplification.
des procédures, de la relation et autres, suivi par, et c'est très lié, l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services. On comprend bien que c'est une facette extrêmement importante, mais ce n'est que l'une des facettes de l'équation de valeur. C'est la facette la plus visible, et c'est la facette sur laquelle, effectivement, le citoyen, l'usager, le client est le plus en demande. Ceci dit, une autre enquête réalisée en 2008 par BVA et l'Institut de gestion déléguée montrait que, dans ce cadre-là, 68% des Français estimaient n'avoir finalement eu aucun problème avec les services publics. Donc une très 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 large majorité qui disait finalement oui, ça marche pas mal. Ceux exprimant un besoin, une insatisfaction, mentionnaient des questions de transport en commun de proximité ou des questions de réseau de communication. On voit que on ne peut s'arrêter uniquement à cette notion de valeur. Et pour conclure, ce que l'on dira simplement, c'est que l'objet aujourd'hui, c'est bien pour nous de nous interroger sur comment innover au sein des services publics, mais également comment redéfinir le rôle des services publics dans une société du numérique, dans une société de la mobilité virtuelle. Par exemple, quelle responsabilité la puissance publique au sens large doit prendre vis-à-vis d'un des mots qui nous guette et qui est sans doute tragique, vu les évolutions, qui est la véritable discrimination qui se fera entre ceux qui ont accès au sens large à Internet et à la mobilité virtuelle et ceux qui seront, pour des raisons économiques ou pour des raisons d'autre nature, en dehors de ce champ. Il est bien clair qu'aujourd'hui, cette question est centrale et que l'universalité ou la continuité de services publics suppose qu'effectivement, au sens large, l'État se préoccupe de savoir comment tout le monde dans la société, y compris ceux qui n'ont plus ou qui n'ont pas les moyens d'acheter un ordinateur ou un téléphone portable, qui n'ont pas ou qui n'ont plus la capacité à comprendre comment facilement utiliser Internet, eh bien comment ceux-là se retrouvent branchés sur cette énorme toile par laquelle finalement tout finit par s'exprimer. Et que si on y prend garde, il y a là une mission fondamentale de service public, peut-être plus importante que beaucoup de celles sur lesquelles s'est établie la légitimité du service public dans le passé, qui risquerait d'être oubliée. C'est une nouvelle mission qui probablement prend la place d'autres qui s'éloignent du champ de la responsabilité publique, mais dans l'enjeu pour l'homogénéité de nos sociétés, l'enjeu pour le bien-être collectif est fondamental. Et enfin, dernière question, comment profiter au mieux de la mobilisation des énergies créatives que la démarche de l'innovation permet? On sait que, en plus d'améliorer les choses, le fait de mettre en place des démarches honnêtes d'innovation crée de la motivation. Le fait d'aller rechercher auprès de ces employés des idées et de leur montrer qu'on les met en œuvre, sur ce plan-là, la SNCF aussi, mais la Poste en particulier, a un excellent résultat. L'année dernière, en 2010, 10 100 propositions sont sorties de l'interne de la Poste avec application pour une grande partie d'entre eux, en particulier dans le cadre de la Banque Postale, où 72% des idées émises au sein de la Banque Postale auraient été mises en œuvre, sous une forme ou sous une autre. Donc comment mobiliser tout ça? D'abord parce que ça permet une meilleure performance, mais aussi parce que dans un monde où les collaborateurs sont à la recherche de sens, se priver de cette dimension-là, c'est véritablement jouer profondément sur la motivation. Et on l'a bien compris, je n'y reviens pas, comment au-delà même du cercle de ces employés, de ces collaborateurs, voire de ces partenaires, comment au-delà même de ce cercle, aller puiser dans la créativité collective, car finalement l'adhésion des citoyens à la logique de la transaction publique passe aujourd'hui par la capacité du public à aller rechercher cette créativité-là, ne serait-ce que pour mobiliser, que pour motiver cette implication. Ce sont bien ces questions qui sont posées aujourd'hui et pour lesquelles, dans un premier temps, oui, finalement, j'ai à peu près tenu ma demi-heure, sauf qu'elle n'existait plus. Je suis très très heureux d'abord de passer la parole à monsieur François-Daniel Mijon, qui est directeur général de la modernisation de l'État au ministère de la Réforme de l'État, et dont je me plaisais à dire juste avant que j'avais apprécié en observant le parcours, le fait que, issu
de filières finalement assez classiques de l'élite française, école polytechnique, école des ponts et chaussées, il y avait une volonté de s'impliquer dans le monde économique en travaillant longtemps, durablement, dans un des très grands cabinets de conseil en stratégie mondiaux, McKinsey, avec des allers et retours entre cette implication dans le privé, dans la restructuration d'organisations sous contrainte, avec un regard globalisant, et des implications fortes dans le public. Donc, je trouve que c'est effectivement extrêmement riche et satisfaisant pour cette journée, d'une manière générale pour nous tous, de savoir que ce type de profil est mobilisé. Nous passerons ensuite à une table ronde sur la délivrance du service public. Alors, la délivrance est un terme qui a été choisi dans les deux sens. C'est à la fois la distribution et le fait en plus qu'on délivre le prisonnier. Donc on délivre le service public d'un certain nombre de carcans au même titre que l'on distribue des services publics. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous aurions, après le déjeuner, une intervention sur le courrier comme média et comme entreprise innovante, puis une seconde table ronde sur service public et efficacité, cette tension inhérente même à l'injonction paradoxale. Comment est-ce que la question de la responsabilité d'innovation se trouve posée? Puis une troisième table ronde sur la mutualisation et les partenariats comme source d'innovation. Et enfin, des propos conclusifs. Nous reviendrons à chaque table ronde sur la présentation des contributeurs, dont je salue déjà, pour ceux qui sont arrivés, la bonne volonté. Voilà, merci, et je passe avec grand plaisir la parole à quelqu'un qui, enfin, nous dira des choses concrètes et non pas restera au niveau du blabla académique. Classe is yours.